Mais je pense qu'il commence un petit peu à y avoir une meilleure compréhension des enjeux parce que on a replacé non plus la publicité et les annonceurs, mais les lecteurs au cœur de ces enjeux, parce qu'aujourd'hui ce sont les lecteurs qui vont payer pour l'information et non plus les annonceurs qui vont financer de l'information gratuite. Et donc comme c'est le lecteur qui paye, tu es obligé de faire de l'information de qualité, tu es obligé d'offrir des interfaces de qualité. Les sites, comme je te disais, font énormément d'efforts sur leurs interfaces parce qu'aujourd'hui c'est une relation directe entre le média et le lecteur. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Les médias traditionnels sont évidemment dans un nécessaire travail de reconquête face à la crise de confiance des journalistes, de la presse et la population. Donc si tu coupes la communication entre les médias et la population, tu obtiens le chaos qui est basé sur les croyances et la désinformation. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Upday, c'est qu'on a la chance de renvoyer des millions de personnes vers des médias de qualité, vers des articles de qualité. Aujourd'hui, je reçois Bertrand de Volonta, directeur France de Upday. La marque Upday ne vous dit peut-être rien comme marque média, mais c'est un acteur majeur de l'information en Europe. Fruit d'une alliance entre Samsung et le géant allemand des médias Axel Springer, Upday est une application mobile only préinstallée sur tous les appareils Samsung en Europe, soit près de 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. Leur mission, sélectionner et hiérarchiser les meilleurs contenus d'information. Bertrand nous parle de son parcours avant Upday en tant que journaliste, mais aussi entrepreneur. On revient également sur son expérience de responsable éditorial pour une SS2I, une tendance de plus en plus développée par les entreprises traditionnelles consistant à se muter en véritables médias. Ensuite, on discute du modèle de Upday, de leur relation avec les médias d'information français, et quand on est en position de générer 50 millions de clics par mois vers ses partenaires médias, forcément, ça aide dans les discussions. Enfin, on échange sur le futur des médias d'actualité face à Facebook ou Google, les différents business models possibles pour la presse et les défis à venir. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur We Are All Media. Je suis aujourd'hui avec Bertrand de Volonta, le directeur France de Upday. Salut Bertrand. Bonjour. Après l'épisode sur Loopsider l'année dernière, on va parler à nouveau de médias d'actualité. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Upday ou qui, comme moi, utilisent Apple, Upday, c'est une application mobile qui a été lancée par le géant des médias allemand Axel Springer. La spécificité de cette application, c'est qu'elle est préinstallée sur tous les mobiles Samsung d'Europe. Ça fait donc 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. Mais on va revenir sur ces chiffres qui sont assez impressionnants. On va revenir aussi sur ton parcours dans le journalisme. On parlera de Upday, bien sûr, mais plus globalement d'un des plus grands enjeux de la presse aujourd'hui, celui de la monétisation. En bref, comment on peut gagner de l'argent quand on est un média d'actualité sur le digital. Et surtout, face aux GAFA. Et on finira, comme d'habitude, sur notre partie prospective pour le futur des médias. Est-ce que ça te va ? Ça me va parfaitement. Parfait. Écoute, on démarre avec ma petite question habituelle. Comment t'es tombé, toi, dans le monde des médias ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je voulais commencer par dire que c'était une grande chance de pouvoir faire un podcast sur les médias en cette période qui est si troublée pour la vérité des faits, qui est si chère au journalisme, mais qui est aussi très riche et challengeant pour le marché de l'information. Donc, c'est une bonne chose d'être là aujourd'hui. Comment je suis tombé dans les médias ? Assez tôt de mémoire, j'ai toujours voulu appartenir à un univers lié à l'écriture, lié à l'information, lié au rouage un peu avec le pouvoir, mais d'appartenir moi-même à un contre-pouvoir dans la société. C'est aussi un peu ce monde du spectacle. D'ailleurs, j'ai été comédien et acteur de théâtre et dans des courts-métrages dans mon adolescence, jeunesse, voilà. Donc tu penses qu'il y a un lien un peu entre le milieu des comédiens et le journalisme, enfin de l'art au sens général. Alors oui et non, parce que en fait justement, ce qui est bien avec et c'est pour ça que ça m'a plu dès mon plus jeune âge, c'est que je voulais d'être de ceux qui font et qui racontent aux autres
Je découvre alors en réalité que le journalisme, c'est surtout un métier d'écoute d'abord, avant de raconter. Et c'est cette intermédiation aujourd'hui d'ailleurs qui souffre avec les réseaux sociaux et qui favorise le storytelling direct d'une personne à une autre. Donc de temps en temps, voilà, c'est pour ça que notre rôle est un peu remis en jeu. Mais non, pas forcément spectacle, parce que moi j'ai toujours préféré du côté un peu de la discrétion, des rouages, plus que de la lumière, de faire, de créer, mais pas forcément d'être sur le devant de la scène. Alors c'est un peu paradoxal. Donc je suis tombé là-dedans par envie et philosophie de jeunesse. J'ai cru que j'y arriverais pas, parce que je voulais être journaliste, mais ça n'a pas été simple au début. J'étais dans un grand lycée avec des profs très rétrogrades. Je suis passé très près de Sciences Po Paris à Bac 0. Je suis parti à la fac. C'était un peu la folie de jeunesse. Et puis heureusement après j'ai pu repartir vers Sciences Po et ensuite me lancer petit à petit dans le monde des médias. Et quand tu disais je voulais être journaliste, parce que quand on a plusieurs visions en fait de ce qu'est le journaliste, souvent quand on est petit on pense aux journalistes, les journalistes de guerre ou les journalistes sur le terrain. T'avais une vision toi déjà de ce que tu voulais faire en tant que journaliste ou... Alors j'avais des thèmes qui m'intéressaient, l'actualité internationale, la société, donc j'avais une petite idée de ce que je voulais être. Ensuite, je pense que ma première thématique, qui a été l'économie, a été plus un choix de réflexion pour le futur de ma propre carrière, parce que je suis arrivé à une époque, alors je pense que c'est pour toutes les générations pareilles à Sciences Po, où on nous disait qu'on n'aurait jamais de travail. Du coup, je me suis dit comment faire pour être sûr d'avoir un travail en sortant de Sciences Po. Du coup, plutôt que justement d'être... J'adore le sport, j'adore le foot, mais je voulais pas faire du journalisme sportif. Donc plutôt d'être trop généraliste, je me suis hyper spécialisé pour faire de l'économie. D'accord. J'ai fait tous mes stages d'été pendant Sciences Po à Challenge, 2 étés d'affilée. Et ensuite, à la sortie de Sciences Po pour mon stage de fin d'études, je suis allé travailler chez Capital Finance, qui est la lettre de private equity des Échos. Je me suis envoyé 2 mois avant le stage le Vernimen, qui est la bible de tous ceux qui ont fait des écoles de commerce, pour comprendre la fusion, l'acquisition, que je ne connaissais pas du tout. J'avais une opportunité au Point, qui était très bonne aussi, de travailler au web, qui m'aurait fait sûrement plein de contacts et lancer dans le monde des grands médias sur Paris. Mais donc j'ai préféré me spécialiser, et ça m'a permis du coup d'avoir la chance de rentrer à 20 minutes en CDI, 1 mois après la fin de Sciences Po, à la rubrique économie, qui avait besoin d'un renouveau, d'un nouveau souffle. Et donc du coup, je suis arrivé avec... C'était la version print du coup Alors c'était la version web. La version web, beaucoup de chance de rentrer à 20 minutes, c'était en 2011. C'était à l'époque c'était la très belle époque, de grosses personnalités à son bord. Je crois que j'arrive juste après d'ailleurs le départ, tu en parlais tout à l'heure, de Hufnagel. Mais donc des gens aujourd'hui qui sont d'ailleurs placés dans tous les grands médias. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Si je développe un tout petit peu sur 20 minutes, j'ai appris sûrement l'exigence et la qualité d'écriture d'un article, qui aujourd'hui porte et drive vraiment la manière dont je travaille au quotidien à Upday. Et chez 20 minutes, il y avait une équipe, t'as appris le métier ou ils t'ont un peu laissé Non, j'ai appris le métier, j'ai appris à mettre les mains dans le cambouis. L'objectif à l'époque à 20 minutes, c'était et c'est déjà un point très important sûrement pour tout mon parcours et ce podcast aujourd'hui, c'est que l'objectif était de vulgariser les sujets qui venaient d'en haut. Donc les gros sujets économie pour notre public. On avait plus de 10 millions, 13 millions je crois à l'époque de lecteurs par mois, c'est unique, c'était énorme. Mais la rubrique économie, c'était que des dépêches AFP quand je suis arrivé, et l'objectif était de vulgariser et d'essayer de rendre la rubrique concernante avec des sujets pratiques, et donc du coup on l'a complètement orienté portefeuille des Français. Donc ça c'était vraiment notre grande thématique, des sujets concernants. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que aujourd'hui ça fait maintenant 4 ans que je suis à Upday, mais c'est vrai que Upday c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, des sujets concernants
pour les utilisateurs avant de parler de grandes thématiques qui finalement sont souvent trop grandes et très peu concernantes pour le quotidien des Français. Ok, et à 20 minutes, parce que justement, Johan Hufnagel me disait à l'époque, une des choses lui qu'il avait appris, c'était justement de savoir parler à tout le monde, au plus grand nombre. C'est peut-être ce que tu disais aussi quand tu disais du vulgariser, sans ligne éditoriale quelque part, enfin quelque chose d'assez neutre. C'est quelque chose qu'on apprend, que tu apprends à faire ou parce que on apprend parce que c'est de l'écriture. Évidemment, la formation, notamment à Sciences Po, t'apprend à avoir un cadre intellectuel. Ensuite, les stages, notamment à Challenge, t'apprend à savoir ce qu'est le web. Mais encore une fois, on est un peu au début. À Challenge, moi, quand je fais mes étés au web, on est 3-4. Il n'y a plus personne dans les bureaux. Tout le monde est en vacances. Le journal s'arrête. Il y a quelques journalistes vieux de la vieille qui viennent nous voir en nous demandant de venir régler des problèmes de Wi-Fi à l'étage, pensant qu'on est l'équipe tech. Voilà, donc on est vraiment au tout début. Donc non, donc du coup le côté connaissance du web, le côté écriture, tout ça on l'a. Mais ensuite voilà, c'est à 20 minutes notamment que tu apprends à comprendre quel type de sujet, comment les tourner, comment écrire parfaitement un article pour qu'il soit concernant, et pour le web, et ensuite pour le print, parce que j'étais au moment de la fusion des rédactions, qui là aussi est un bel événement pour un média, la fusion, tellement c'est compliqué à l'époque, c'est en 2013-2014, de réunir un peu le monde d'avant avec le monde d'aujourd'hui, et donc de voir tout ça de ses propres yeux, ça te fait enregistrer, emmagasiner beaucoup d'expériences pour le futur. Et c'est vrai que ensuite quand tu grandis et que ton parcours avance, c'est à ce moment-là, quelques années plus tard, que tu te rappelles de tout ce que tu as vu et tu dis ah tiens, ça va me servir maintenant. Donc voilà. C'est souvent a posteriori qu'on fait les meilleures analyses, mais du coup après 20 minutes, c'est quoi la suite après? Alors, pourquoi tu pars de 20 minutes déjà et tu vas faire quoi? Alors en fait, donc je quitte 20 minutes au bout de 3 ans pour plusieurs raisons. Il y a une raison de lassitude. J'ai un espèce de wake-up call un jour. Je suis à Bercy. Je vais à Bercy toutes les semaines pour aller à des points du gouvernement, pour récolter des sujets, justement pour récolter des thématiques pour en faire des sujets. Je rencontre souvent Montebourg ou Hamon sur des sujets de consommation. C'est l'époque du Made in France. Montebourg est ministre du redressement productif. Voilà. Et un jour, un des conseillers de Montebourg parle à un journaliste qui doit avoir une 50aine d'années en disant « Ah, vas-y Bernard, pose ta question ». Et je me dis, j'ai pas envie de devenir Bernard dans 30 ans, de me faire encore ces points, même aussi intéressants soient-ils. Il faut que je fasse autre chose. Il se trouve aussi que c'est l'époque de l'explosion des startups. À l'époque, c'est qu'une mode, donc je demande beaucoup à couvrir l'actu des entrepreneurs. Bon, on prend ça un peu avec des pincettes parce qu'on me dit que c'est pas très concernant et je le comprends. Mais ça vraiment, ça m'intéresse. Donc je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, toutes ces nouvelles idées de start-up qui sortent. Et du coup, je me dis, ah ben j'aimerais bien être de leur côté en fait. Donc pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est l'énergie que t'aimes? C'est quoi? C'est l'énergie, c'est la création et surtout je me dis j'ai la chance d'avoir fait des études, de vivre à Paris, d'être dans un job porteur au contact de beaucoup de gens, et je me dis je peux pas rester assis. Il faut que je crée, il faut que j'apporte une brique à l'édifice à un moment. Donc voilà, c'est très paradoxal parce que ma passion c'est l'écriture, mais là il faut que j'agisse, il faut que je crée, et on en parlait un peu tout à l'heure là, je me suis dit maintenant il faut que je devienne l'objet de l'article et non plus celui qui l'écrit. Donc voilà, j'ai eu peut-être un petit besoin de lumière. Mais je quitte aussi 20 minutes pour deux autres raisons. Un, le modèle à ce moment-là évolue. Il y a un grand besoin de faire du pôle show, de faire de l'audience. On nous sort souvent nos rubriques. Donc de temps en temps, je suis ce qu'ils appelaient le pôle show, en train de faire des articles sur les enjeux de la télé-réalité pendant qu'il y a une grosse actu en écho qui tombe, et je dois donner mes contacts à la personne qui me remplace pendant que moi je suis du coup ça n'avait vraiment plus de sens.
D'ailleurs, bon, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de gens sont partis, il y a eu une recapitalisation, et puis aujourd'hui, bon, voilà, il y a des gens de l'ancienne rédaction qui sont restés, qui font un excellent travail avec un nouveau président, une nouvelle rédactrice en chef, et c'est vraiment aujourd'hui 20 minutes, c'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler, alors que je pourrais avoir une Ouais, tu pourrais avoir voilà. un peu de ressentiment. Et mais... puis il y a un troisième point, c'est qu'en fait, du coup, j'ai commencé à monter ma boîte sur les derniers mois, Ok. et ça, c'est pas passé. Ouais. Et donc du coup, voilà, ça s'est terminé de manière un peu abrupte parce que ils ont Ta considéré... boîte ou là non, avec 20 non, minutes. avec 20 minutes, ils ont considéré que les deux étaient pas Ouais. liés. Ils m'ont demandé de choisir. Et comme j'ai mes idées bien arrêtées, je me suis dit, je prends le risque de quitter mon CDI pour lancer ma boîte. Et ta boîte, justement, c'était quoi? C'était Alors, bah écoute, ma boîte, bon, pour la faire très courte, on a fait ça pendant 4 ans avec un de mes meilleurs amis. Ok. Ça s'appelait The Tourist in Paris. Ok. C'était une application d'information de bons plans de Parisiens pour les touristes étrangers. D'accord. En anglais. Donc c'est moi qui écrivais tout. Comme j'ai eu la chance de faire une partie de mes études aux États-Unis à l'université de Virginie, j'ai la chance d'être bilingue et d'écrire plutôt pas trop mal en anglais. Donc je faisais tous les articles en anglais. Donc voilà, c'est une application qui a pas mal tourné. On est rentré dans un incubateur. On avait signé un gros... C'était quoi le modèle Le modèle au début c'était du brand content, donc on faisait payer des contenus à des commerces de quartier. L'objectif en fait était de se dire on peut sortir du triptyque Marais, Tour Eiffel, Louvre pour les touristes, et oui vous pouvez passer un week-end sur le canal de l'Ourcq en ayant réussi votre week-end parisien. Donc il fallait aller chercher les petits commerces, les petits restaurants. Donc c'était l'époque où les petits restaurants hipsters commençaient à éclore, plein de coffee shops, donc c'était génial. Enfin on pouvait écrire toute la journée. Donc voilà, donc ça c'était une très belle expérience. Au bout de 4 ans, ça s'est arrêté malgré 2 très gros projets. Un, avec JC Deco, on est devenu l'application de bons plans géolocalisés sur tous les abribus digitaux de Paris pendant 2 ans. Et un autre avec Anou Paris, où on a fait les cahiers d'été en anglais de Anou Paris. Donc avec en notre nom propre. Mais on s'est arrêté parce que voilà, on gagnait pas assez d'argent. On voulait vivre un petit peu mieux. Et aussi, on s'est fait complètement dépasser par la vague des Instagrammeurs. On s'est fait bouffer par Mélanie de Montparnasse qui postait une photo d'un cupcake et qui avait 15 000 likes pendant que nous on faisait des recherches sur les petits commerçants et on avait 12 likes. Donc du coup, on s'est dit à un moment, bon, on va s'arrêter là. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une fracture qu'on voit pas que dans le domaine du tourisme ou des applications de tourisme. C'est même sur les médias, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des influenceurs ou des Instagrammeurs qui deviennent des médias on voit même certains il y a des fake news, donc il y a des gens qui sont pris au sérieux alors il y a tout ça qui rentre en jeu aujourd'hui. Donc je veux dire, ce que tu as vécu là aujourd'hui, tout le monde, beaucoup d'industries. C'est ce que je te disais aussi un peu au début, c'est ce sujet de la désintermédiation. C'est ça. On n'a plus peut-être de temps en temps besoin du média au milieu entre l'information et celui qui la reçoit. Donc, vous avez pas essayé de la vendre cette appli? On aurait pu, si je pense qu'on s'était un petit peu accroché. On s'était fait approcher un peu par des startups, par une startup espagnole qui depuis s'est fait racheter par Airbnb. Voilà. On aurait pu, mais on s'est aussi dit que l'histoire était belle et devait s'arrêter un moment. Et donc voilà, on a choisi de l'arrêter. Quand on voit l'année Covid qu'on vient de se prendre sur le tourisme, c'est sûr que a posteriori, on s'est plusieurs fois avec mon ami congratulé cette année en se disant heureusement que The Tourist n'est plus là. Voilà. Donc ça s'est terminé quand? Alors en fait, ça s'est terminé en 2018, mais entre-temps, parce que je n'arrête pas, j'ai du mal à rester en place. Pendant The Tourist, où je menais cette aventure entrepreneuriale, j'ai pris un autre job qui m'intéressait beaucoup, qui était celui de responsable éditorial dans une SS2I.
Qu'une SS2I, c'est une entreprise qui fait la stratégie digitale à plein de niveaux, aussi bien au niveau tech qu'au niveau conseil. Être responsable éditorial, c'est être comme un journaliste d'entreprise pour faire quelque chose qui me passionnait il y a quelques années, avant même 20 minutes, et qui a explosé à Londres et qui peine encore à exploser en France, mais peut-être qu'il n'explosera jamais, qui est le customer publishing. Donc c'est-à-dire que de faire de l'information, imposer une entreprise comme un média, alors qu'elle n'a pas du tout cette fonction. Donc là, on a cette SS2I qui est à Boulogne, mais qui a quand même plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a des milliers de collaborateurs, mais qui n'a pas pignon sur rue et qui pourtant travaille avec des énormes boîtes comme L'Oréal, Air France, voilà. Et on se dit comment faire sans faire de la com pour faire que cette entreprise-là existe. Et donc du coup, le responsable éditorial va aller chercher toutes les valeurs ajoutées de l'entreprise, tous ceux qui peuvent parler, pour le transformer en média, écrire des tribunes, rebondir sur l'actualité, avoir un site, appeler les Échos, la Tribune, leur dire on a un expert blockchain, il peut vous donner les 10 prédictions de la blockchain pour 2000. Ok, je comprends. Et c'est vraiment pas effectivement un journal d'entreprise. C'est vraiment quelque chose que vous communiquez à l'extérieur. On crée ex nihilo de l'information. Voilà, okay. Derrière, j'ai créé un studio vidéo. On faisait de la vidéo pour LinkedIn. Je crois qu'on est passé de 3-4 000 followers à 25 000 followers sur LinkedIn. On a eu plein de tribunes publiées. Le site, on aurait dit un site d'information. Et comment vous mesurez derrière c'est ça qui est compliqué, mesurer l'impact direct. Alors l'impact est dur à mesurer, mais il fallait pour ça la collaboration de tous les collaborateurs. L'objectif, quand tu es responsable éditorial dans une boîte comme ça, il est l'obtention de leads, l'obtention de nouveaux clients. De prospects. L'objectif, il est clair et net. Le seul objectif, il est créer suffisamment de brand awareness pour rameuter des clients. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que voilà, tu disais l'objectif. Il y a un objectif de brand, ce qu'on appelle de branding, c'est d'image de marque aussi. Au-delà du fait qu'il y a du business, il y a aussi, j'imagine, pour vous positionner face à quand vous allez voir des nouveaux clients, d'arriver avec tous ces contenus produits, cette légitimité, cette expertise. Il y a aussi ça, j'imagine. Ah bien sûr. Il y a de ça. Il y a aussi quand on a explosé sur les réseaux sociaux. Ils ont gagné 2 fois d'affilée le prix de la meilleure plateforme social media dans une soirée B2B avec 200 décideurs qui d'un coup découvrent Viséo alors que ça faisait partie du panorama, mais d'un coup on se retrouve sur scène à gagner des prix avec Viséo en gros donc voilà, on participe sans faire de la communication à l'explosion de l'image de la marque. On travaille avec les équipes du coup visuelles pour créer beaucoup pour créer une marque tout simplement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis et je pensais pas d'ailleurs qu'on allait aborder un peu ces sujets-là parce que moi je pense que c'est un épisode que je ferais, c'est de trouver une grosse boîte, un L'Oréal ou quelqu'un parce que je pense qu'on va vers ça, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'ils continuent à jouer de la com, je pense qu'aujourd'hui les sociétés tendent à devenir quelque part effectivement des médias puisqu'elles produisent du contenu et qui est plus maintenant que du contenu ultra publicitaire où on va effectivement donner toutes les informations sur un produit, un service, mais on va plutôt construire une image, une histoire, etc. Mais toutes les marques s'y mettent. On le voit surtout aujourd'hui autour de la cosmétique, du bien-être, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur leur site en propre. Aujourd'hui, tu n'as plus un site par exemple de nourriture bio qui ne fait pas les 5 raisons de manger des oranges bio en décembre, les bienfaits mais voilà. Et donc du coup, on est dans l'écriture et il n'y a même plus besoin de nommer la marque dans l'article. Mais peut-être qu'on va voir que comme l'URL appartient à ce site-là, on se dit ah tiens ce site. Et donc c'est comme ça que tu crées justement de l'engagement
Mais voilà, encore une fois, là, c'est pour créer du lead, que ça soit B2B dans une entreprise comme Viséo ou B2C pour des marques comme L'Oréal, justement, dont tu parles. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand les marques vont encore plus loin. Et j'ai lu un article il y a pas longtemps. Enfin, ça date, je crois que ça a au moins 1 an. C'est Tinder aux États-Unis. En fait, eux, ils ont fait carrément. Donc, ils ont produit une série, une fiction, une petite fiction interactive. Donc, tu sais, comme Netflix avait fait, où tu choisis en fait où tu vas aller, etc. Et en fait, en fonction de ce que les gens répondent, ils qualifient en fait leurs clients. Et donc, au-delà de proposer un contenu, tu vois, divertissant, intéressant, sympa, en plus de ça, ils vont plus loin puisqu'ils qualifient les clients, ils récupèrent de la data vraiment intéressante. Donc, c'est vraiment moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de creuser et je pense que je le creuserai avec des marques. Et c'est intéressant qu'on en parle de comment les marques vont se devenir des médias à part entière. Mais j'ai vu dans tes invités que tu avais eu Laure Lefebvre de Minute Buzz. Ouais. Eux, ils étaient pour le coup précurseurs sur le brand content et la marque qui travaille avec le média sur du contenu et voire même plus que du contenu. Mais donc ça se fait déjà beaucoup. Mais non, mais là on va vraiment plus loin parce voilà. qu'au-delà de produire juste un contenu qui va ensuite être diffusé un peu partout. Là, on est sur des stratégies éditoriales sur des entreprises qui à la base n'ont pas du tout vocation à faire ça. Ouais. D'accord. Donc ça, tu fais ça combien de temps en fait Je fais ça 2 ans. Ok. Je fais ça en fait 2016-2017. Ouais. Et d'un coup, je sais pas quelle mouche me pique et je me dis que j'aimerais bien retourner dans les médias. Tout en faisant du coup encore une fois je pense que c'est le fait d'écrire beaucoup pour The Tourist où je suis en fait surtout responsable de l'éditorial pour The Tourist en plus d'être pour fondateur et je pense que j'ai envie de retourner dans les médias et j'ai la chance de croiser un ami un dimanche après-midi qui me dit je crois qu'on cherche un directeur de l'éditorial, un head of editorial à Upday. Alors Upday, inconnu au bataillon, je dois aller googler derrière pour savoir ce que c'est. Très peu de com en plus, donc du coup voilà. Mais finalement voilà, je vais rencontrer des gens d'Upday et puis in fine je suis pris et c'est là aussi que je réalise que c'est mon profil atypique finalement qui a fait la différence. Il y a eu un moment où c'est vrai quand j'étais à Viséo, je me suis dit je suis au fin fond d'un immeuble à Boulogne entouré d'ingénieurs. Je me suis dit, je suis peut-être en train de me perdre. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était plusieurs briques, plusieurs cordes à mon arc que je posais pour arriver aujourd'hui à Upday. Et tu veux dire que par là, ils ont, dans ton profil, ce qu'ils ont aimé, c'est peut-être le fait que tu as été entrepreneur. Entrepreneur, ils ont beaucoup aimé parce que, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, Upday a été créé par Axel Springer, mais qui est allemand. Mais Upday en France, on est moins de 10 et on est dans un bureau et on est en autogestion. Alors évidemment, on est en contact direct permanent avec Berlin, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que imagine-toi, Upday adossé à Axel Springer à Berlin, c'est comme si nous on était adossé à LVMH et qu'on avait notre antenne à Berlin et qu'ils étaient 8 dans un bureau. C'est pas du tout pareil. Ouais, je comprends. Et donc du coup, oui, le côté entrepreneur, je pense, les a beaucoup plu parce qu'ils savaient que j'allais pouvoir gérer toutes les facettes de l'entreprise, pas que l'éditorial, mais donc du coup derrière la gestion, le recrutement, le développement. Parce qu'aujourd'hui, je fais pas que de l'éditorial. À Upday, je chapeaute vraiment beaucoup de rôles, ouais. Et parlons un peu du présent et d'Upday. Moi, je l'ai un peu résumé très rapidement. Donc vous êtes une application d'actualité. Vous définissez comment comme un agrégateur, un média. C'est quoi en gros en deux mots Upday? Alors Upday, c'est une application d'information. On se définit comme ça. Okay. On est évidemment agrégateur, ça fait partie de nos fonctions. Il y a un très bon mot en anglais qu'on a du mal à traduire en français, qui est Publishers Platform. Donc on est une interface pour les éditeurs de presse. Okay. Donc on est une application d'information, on travaille main dans la main avec les médias. On agrège, c'est sûr, mais surtout ce qu'on fait, c'est qu'on édite
on rédige, on hiérarchise, et ça c'est très important, et on fait de la sélection de contenu, et on va même au-delà puisqu'on fait quasiment aujourd'hui une partie de stratégie de contenu mobile avec les médias, quand on discute avec eux sur quel type de contenu, quel contenu, quand, comment. C'est des discussions au quotidien depuis 2017 que je suis là avec des dizaines de médias. En gros, les médias, aujourd'hui, ils viennent, vous travaillez avec eux, vous discutez avec eux, parce que vous mettez en avant leurs articles, ou dans peut-être un fil d'actualité ou ce genre de choses. Donc pour eux, l'intérêt, c'est que vous mettiez en avant leurs articles, leurs marques. J'imagine qu'il y a des renvois après chez eux, etc. C'est ça en gros. En plus peut-être que vous faites aussi vous rédigez aussi. Vous avez une équipe qui rédige de. Alors en fait, vraiment ce qui fait la force d'Upday depuis le début, et c'est vrai que quelque chose que les médias nous ont souvent mettent souvent en avant dans notre relation de travail, c'est que on est certes un agrégateur, mais on est humain. Il y a des journalistes. Il y a Upday, il y a une rédaction de 6 journalistes plus moi. On discute, on échange. Ils sont pas dans le flou comme ça peut être le cas avec Apple News où il y a très peu de contacts et on ne sait pas trop quand et pourquoi et comment mon article va être pris. Ici, ils savent quand leur article va être pris, ils savent comment. On reçoit des dizaines de mails par jour avec des sélections qui s'affinent au fil des semaines, des mois, des années. Un tempo de réception de ces mails qui s'affinent. Tôt le matin pour certains médias, moins souvent pour d'autres parce qu'il n'y a pas besoin. Dès qu'il y a une exclue qui tombe, de nous appeler par mail. J'ai des contacts par texto ou coup de fil avec certaines rédactions en disant ça va tomber, est-ce que tu veux le prendre? Donc on est vraiment dans cette relation de confiance. Je pense que c'est ça aussi qui est très important aujourd'hui, c'est le mot confiance, parce que aussi bien la confiance du lecteur envers les médias, mais ensuite la confiance des médias entre eux. Aujourd'hui, Upday commence à peine à s'imposer comme acteur de confiance au niveau du B2B, c'est-à-dire que c'est très dur pour un nouveau média de venir s'introduire sur le marché des médias français. Le marché des Français est très conservateur et c'est une bonne chose en soi parce qu'il se protège. Mais du coup, c'est très dur de faire sa place. C'est très dur d'avoir ses galons et d'être reconnu. Tu vois, par exemple, on a certains médias, on n'est pas obligé de les nommer, qui ont mis plus de temps que d'autres à vouloir nous rejoindre au début, qui voulaient pas qu'on prenne leur contenu pour les relayer, et ce qu'on respecte complètement, et la relation de confiance passe par une relation de respect. Si tu veux que le respect soit mutuel, moi j'ai jamais forcé la main de personne pour venir sur Upday, et j'ai jamais forcé aucun type de contenu à venir s'installer sur la plateforme. Donc juste on fait des choix, on a une ligne éditoriale et on travaille ensuite avec les médias en fonction de ça. Quels arguments ils peuvent te donner pour ne pas être sur Upday? Alors en fait, les arguments c'était et c'est toujours pour certains. Oui. Alors aujourd'hui, on a parmi les très gros médias, il nous manque quasiment plus personne. Il nous en manque un ou deux. Est-ce que je sais pas, Le Monde au hasard Non, alors Le Monde a mis plus de temps que les autres à nous rejoindre, mais aujourd'hui nous a rejoint. Mais c'est en effet c'est une autre marque du groupe Le Monde qui était l'Arma. Voilà. Mais c'est plus aussi encore une fois lié eux à la manière dont ils se restructurent ou ils se structurent côté digital, qui prend plus de temps que les autres. Chacun va à son rythme et c'est complètement ok. On a commencé peut-être aussi à travailler avec des acteurs qui étaient peut-être de temps en temps pas prêts. Souvent ça m'est arrivé, alors de moins en moins, parce que le travail sur les dernières années des médias a été énorme au niveau du visuel et des interfaces, mais au début ça m'est arrivé de refuser des contenus qui étaient pourtant bons en qualité de contenu, mais qui étaient très moches visuellement. Oui. Ouais. Et il faut savoir que nous, Upday, on est mobile only. Donc on s'adresse qu'à des utilisateurs mobiles, souvent sur des téléphones qui sont les séries J, les séries A de Samsung, qui sont des petits téléphones. Si je leur envoie un push avec un bloc texte écrit en caractères noir et blanc minuscules, l'expérience utilisateur de l'information est
très mauvaises. Et ça, c'est pas vous qui les reprenez graphiquement? Alors nous, on touche pas au contenu. Hein. On n'est pas Yahoo, ni MSN, ni Orange. On n'héberge pas le contenu. Ah, vous renvoyez. En fait, c'est un renvoi. Nous, on va faire de l'éditorialisation. Donc, on va choisir une actualité. On a des contrats Getty, Reuters pour faire les photos. On va créer nos titres pour qu'ils soient mobile friendly. Et ensuite, on va mettre 2 bullet points de puces avec les 2 infos clés à connaître. Ensuite, un call to action en disant à lire, à retrouver, une exclue 2, le nom de la source et l'URL. Pour répondre à ta question sur les raisons pour lesquelles ils auraient pu refuser ou ils refusaient à l'époque, c'est qu'ils avaient peur de ce qu'on pourrait faire de leur contenu, justement. Il y a eu ce sujet-là, donc il faut encore une fois apporter de la confiance. Ensuite, il y a eu une peur que on utilise leur contenu et que du coup l'utilisateur ne vienne pas sur leur site. Donc ça, c'est très vrai, parce que on s'est toujours dit, même nous en interne, est-ce qu'il vaut mieux renvoyer ou est-ce qu'il vaut mieux nous créer du swipe, donc du passage de carte en carte, d'article en article. Donc il faut un peu des deux. Voilà, pour qu'on soit content, il faut que les publishers soient contents. Et il faut aussi que mon directeur commercial soit content. Oui, il faut qu'il y ait du trafic et que de l'activité aussi sur votre. Il faut qu'il y ait trafic in-app, mais l'objectif premier, il est de renvoyer l'utilisateur vers du contenu de qualité. C'est ça si tu devais demander la mission ou la vision d'Upday, c'est d'offrir l'information de qualité auprès de médias de confiance aux utilisateurs de Samsung. Donc voilà. Après, je voulais revenir un peu sur les chiffres parce que je trouve ça assez intéressant. Schématisé, hein, mais pour ceux qui écoutent et qui n'auraient pas forcément les notions de chiffres, un franceinfo.fr qui est un gros média d'actu, peut-être le plus gros, ils font 10-12 millions quoi, de visiteurs par mois en France sur le digital, peut-être un peu plus. Vous faites, je lisais que vous faisiez 30 millions. Alors, donc nous déjà, il faut bien se dire qu'on est mobile only, donc on n'a pas en plus, on ne travaille pas du tout notre interface web. On a un site web depuis 1 an et demi qui s'appelle news.upday.com sur lequel on héberge des contenus qui ont vraiment notre ADN, mais on en fait absolument, on ne travaille pas du tout le SEO parce que le seul objectif, c'est que les articles soient repris un à un dans l'app. Donc voilà, on travaille pas du tout non plus le taux de rebond, donc on n'est pas du tout dans ces. Okay. Donc, voilà, et d'ailleurs, tu le vois bien, on a 0,01% de trafic en desktop. Donc voilà, tout le reste c'est mobile ou tablette. On a 25 millions d'utilisateurs actifs par mois, c'est le chiffre officiel. Je pense un peu plus, mais le truc c'est qu'on a voulu absolument caractériser les utilisateurs actifs. Donc c'est des gens qui ont des sessions justifiées avec au moins un clic vers le publisher et un swipe entre 2 cartes. Donc je crois qu'en visiteur unique on est dans les 30 millions. Mais en visiteur actif on est à 25 millions. En France on a 4 millions d'utilisateurs actifs par mois. La donnée que j'aime bien et qu'on utilise beaucoup, c'est qu'on a plus d'1 million d'utilisateurs actifs par jour. En moyenne sur l'année 2020. En France. Voilà. Et par mois, ensuite, on fait à peu près 70 millions de visites. Et un autre chiffre qui est important, on renvoie en moyenne 50 millions de clics vers les publishers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50 millions de visites depuis Upday vers un site d'information en France. Oui, donc vous permettez quand même de renvoyer pas mal de trafic vers les éditeurs presse qui, on le sait, ont eu ces dernières années une transition un peu difficile vers le digital. Donc, avoir aussi des outils qui permettent ou des services ou des applications qui permettent de leur envoyer du trafic, c'est aussi bien sûr. une aubaine pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution d'Upday sur les 3 dernières années. Donc Upday a 5 ans, donc c'est vraiment on est encore tout jeune. Mais c'est l'évolution sur les 3-4 dernières années d'Upday, c'est que on est passé un peu d'acteurs inconnus. Au début, quand j'avais des rendez-vous, on me disait, ils disaient aujourd'hui on a rendez-vous avec Samsung. Alors que, du coup, j'ai aucun lien avec Samsung. Samsung est notre partenaire ou prestataire. Alors après, c'est de votre client, non? C'est eux qui ont demandé, en fait, c'est né d'une rencontre entre le patron de Samsung et le patron d'Axel Springer, qui se sont dit, ça serait bien qu'on crée un outil d'information de qualité. Et donc du coup, ça a été le meilleur des 2 mondes pour se réunir pour créer cet outil embarqué. Mais en fait, le travail de reconnaissance d'Upday, aujourd'hui, je pense, comme je te disais tout à l'heure, en B2B, on arrive aujourd'hui à un bon stade. Mais c'est vrai qu'encore il y a quelques temps,
je pouvais voir sur Twitter des responsables du trafic qui disaient tiens, c'est qui ce Axel Springer qui me renvoie du trafic? Et du coup, j'ai contacté en disant c'est moi. Parce qu'on avait choisi une source avec laquelle on travaillait pas forcément, mais de temps en temps, ça me permettait aussi d'aller un peu à la pêche en disant tiens, je vais prendre cette source, on va voir s'ils vont réagir quand ils vont voir 10, 15, 20, 50, 100 000 clics d'un coup débarquer sur la plateforme. Ça doit faire drôle au département des études, des analytiques chez eux, d'avoir un pic. Et tu vois, en parlant de ces chiffres, c'est intéressant parce que déjà, nous, la data, c'est une grosse force d'Upday. En plus, je pousse vraiment mes journalistes à ce qu'ils soient à fond. Ça allait être une de mes questions. Comment vous travaillez avec la data? Est-ce que vous l'utilisez pour votre choix de sujet? Alors, exactement. En fait, deux choses. La data, ça te permet de réaliser à quel point Upday a une force de frappe importante. Quand je te dis 4 millions d'utilisateurs actifs par mois, 1 million par jour, 70 millions de visites. Pour un petit outil qui est né il y a 5 ans, tu te dis que c'est vraiment pas mal. Surtout quand le message que tu véhicules, c'est de l'information. Donc du coup, ça te permet de un peu te demander quel rôle je veux avoir. Tout à l'heure, tu me disais c'est quoi vraiment Upday. J'aurais pu très bien prendre mes fonctions il y a 3 ans et demi, 4 ans et me dire je suis à la tête d'un agrégateur, on va agréger de l'information, on va prendre du people, on va prendre du clickbait, on va prendre de la télé, des sujets télé, un peu d'infos, on va pas trop vérifier. Moi, quand je suis arrivé, c'était un peu ce qui se passait, c'était un peu le flou artistique. Mais justement, en voyant toutes ces datas et toutes ces données, je me suis dit, il y a mieux à faire que juste être un simple agrégateur dans la manière de travailler avec les médias. Donc ça, c'est vers l'externe. Et en interne, en effet, nos datas sont super importantes parce que ça nous permet de voir le taux de clic, les sujets qui plaisent, les sujets qui ne plaisent pas, évidemment sans servir la soupe sur les sujets qui plairaient un peu trop. Voilà, donc on s'est essayé de trouver le meilleur mix entre ta ligne éditoriale et ce que te renvoient les datas, mais on travaille énormément là-dessus. Et ce qui est par exemple important, c'est que nous, on est certes une application d'information, mais on n'est pas France Info, donc on peut se permettre de faire l'impasse sur certains sujets. Par exemple, on ne fait plus du tout de politique française depuis plus de 2 ans. Okay. Et ça, c'est un vrai choix basé sur les datas. Mais c'est aussi un choix que tu comprends en étudiant un petit peu et en observant de toute façon le débat public où voilà, les petites affaires de politique aujourd'hui sont le cadet des soucis des Français dans le quotidien est déjà bien compliqué. Et concrètement, dans les datas que vous récupérez, c'est quoi? C'est des datas réseaux sociaux? C'est quelle source de données? C'est vraiment des datas in-app, hein. Donc c'est vraiment des datas sur l'application. Okay. Vous n'allez pas chercher des sources externes, par exemple, où il y a eu tant de partage de tel article? Non. Ça, on regarde un petit peu ce qui marche sur les réseaux sociaux, mais on regarde vraiment chez nous, les taux de clics, les impressions, les taux d'ouverture de push. Quels sont les horaires qui marchent le mieux? Quelles sont les thématiques qui marchent le mieux à quel moment dans la journée? Et donc du coup on apprend et j'apprends à la rédaction et moi-même j'apprends toujours sur on peut pas pusher le même sujet lundi matin et jeudi après-midi. On va pas pouvoir pusher le même sujet la même thématique 2, 3, 4 fois d'affilée où voilà, la saisonnalité de l'information est importante, la temporalité de l'information est importante et on se base beaucoup sur les datas pour faire ça. Je voulais revenir avant de parler du business model et de la monétisation sur les formats proposés. Donc là, c'est principalement du texte. J'ai vu un peu d'audio aussi, non? On a plusieurs choses. Alors évidemment, on couvre tous les formats et ça, c'est évidemment un vrai travail avec les médias. Pour ne pas faire que du contenu texte, mais du contenu interactif. Je pense aujourd'hui, ce qui marche le mieux sont les contenus type infographie, carte interactive. Les 3 des 5 papiers les plus cliqués en 2020 sont des cartes interactives. D'accord, ok. Fait par des éditeurs différents? Des éditeurs différents. Ouais, okay. Tout le monde maintenant s'y met.
en fait des très bonnes. Et c'est vraiment des contenus qui plaisent parce qu'encore une fois, tu es sur ton mobile et tu as du visuel et tu as une carte de France. Et c'est aussi intéressant parce que ça permet de tacler des sujets de grande ampleur à des niveaux locaux. Parce que par exemple, une carte de France, ça te permet d'aller commune par commune, département par département, région par région. Donc c'est très intéressant d'un point de vue comment le format sert l'information à ce moment-là. On s'est lancé dans la vidéo, donc on a de la vidéo qui tourne in-app. On travaille notamment avec Euronews. Sur ces contenus vidéo là. On renvoie aussi vers d'autres contenus vidéo mais qui ne sont pas in-app, mais on travaille main dans la main avec Dailymotion. La vidéo, c'est évidemment le format le plus porteur et des 10 dernières années sur Internet, et il va le rester. C'est aussi intéressant de le mettre au service de l'information, un peu comme les infographies. Par exemple, un des contenus vidéo qui marche le mieux pour nous, c'est des lives de conférences de presse. Ah ouais. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand Jean Castex, tous les jeudis à 18h, va faire son point d'info Covid, on va pusher un lien Dailymotion. Parce qu'on va pas pusher un article avec dedans une vidéo qui doit être trouvé et lancé par l'utilisateur, on va directement le lancer sur le player, sur le player. Donc ça, c'est une chose. Mais pardon, excuse-moi, sur Dailymotion, c'est quoi? C'est le player de qui? C'est le player de Dailymotion. Dailymotion travaille qu'avec son player. Ouais, mais je veux dire, c'est la chaîne de qui? Qui est-ce qui publie cette vidéo? On va la chercher. Généralement, c'est vous sur votre compte Update, vous avez un compte, une chaîne? Alors nous, on n'a pas une chaîne, mais par contre, je vais aller chercher des liens qui sont ensuite des liens traqués que nous on monétise. Ok. Donc c'est des liens, par exemple. Mais c'est vers un live France Info ou un live BFM. Voilà. Sachant qu'au début, j'étais un peu réticent parce que je voulais pas aller chercher un lien France Info sur Dailymotion parce que je me disais que ça portait préjudice à France Info parce que j'allais pas faire du trafic vers chez eux. Mais depuis, j'ai été rassuré parce que tout le monde a des contrats de monétisation et de rev share, et donc du coup, là où ils perdent en trafic, ils le regagnent en revenu sharing. Mais comment tu peux monétiser un flux France Télé, du coup? C'est ça que j'ai du mal à... tout simplement, il y a une pub en pré-roll. Et cette pub en pré-roll, elle est divisée entre Dailymotion, France Info et nous. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc c'est un accord tripartite. C'est un accord tripartite. En fait, c'est un accord bipartite avec Dailymotion qui lui-même a des accords avec les médias. Sûr, je comprends. Et donc du coup, nous permet de faire le bridge avec eux. D'accord, donc ça c'est pour la vidéo. Vous produisez pas de vidéo, vous? Alors, on ne produit pas de vidéo, on s'essaye de manière très amateur à faire des vidéos de temps en temps enrichies avec du texte sur certains sujets, notamment pour les réseaux sociaux, ou de temps en temps pour illustrer dans des articles, mais c'est tout. Pour l'instant, on n'a ni l'ambition, ni le temps, ni l'argent, c'est pas du tout au programme. Mais par contre, on propose du contenu vidéo dans l'application directement à nos utilisateurs. Pareil, on s'est lancé dans le podcast. On a une application indépendante de podcast qui s'appelle Early Audio. C'est ça, ok. Où là, on est un agrégateur de podcasts. Donc ça, c'est une chose. Mais ça ne nous empêche pas, nous, sur la partie top news de curation d'informations, de renvoyer vers des podcasts. Aujourd'hui, on travaille, on renvoie vers Early Audio. Mais tout ça pour dire qu'on propose du contenu audio comme un autre contenu, comme tout autre type de contenu sur Top News, qui était encore il y a quelques mois que du texte. On voit si ça prend. Et en effet, les contenus audio prennent énormément. Les taux de clics sont très importants. Le seul autre partenaire pour l'instant avec lequel on travaille, à part Early Audio, qui est donc notre maison, et tu le connais bien, c'est Bababam. D'accord. Donc vous relayez leur podcast. Et on va directement. Pourquoi on relaie Bababam? Notamment parce que le contenu est bon, donc la qualité de l'information est bonne, mais aussi parce que, et c'est ça que je te disais tout à l'heure, le visuel est bon, la qualité technique est bonne, leur player est ultra novateur, et donc du coup ça permet de mettre l'utilisateur dans de bonnes conditions. Encore une fois, on est un agrégateur, on est une plateforme de relais. Il y a déjà un clic en plus entre le contenu et l'utilisateur en passant par Update. Donc l'objectif, il est d'aller ensuite au plus vite vers le contenu. Ok, non mais c'est intéressant d'avoir aussi. Je pense que il faut toujours avoir en tête aussi, il y a le fond évidemment qui est très important, mais la forme de plus en plus importante, et il faut des choses qui soient de bonne qualité, qui fonctionnent vite, rapidement, fluide. Exactement. On a la chance, j'ai eu la chance de travailler et de continuer à travailler avec certains médias qui sont très ouverts
à créer des contenus avec nous pour voir si ça marche, parce qu'ils savent, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de trafic à la clé, et donc de temps en temps des petits acteurs sont OK pour me dire comment on tourne cet article, comment on présente cet article. Et c'est vrai que du coup j'ai travaillé avec pas mal de plus petits médias, pour les citer avec fierté, Néon par exemple, avec qui on travaille depuis assez longtemps, et on a eu un moment, notamment on créait des contenus avec des blocs de couleurs. Donc sur des articles sur les 10 mots de vocabulaire ou les 10 définitions, et chaque mot était dans un bloc de couleurs. Et ça, ça paraît vraiment bête, mais visuellement, quand tu es sur un petit téléphone, d'avoir des mots sur des fonds de couleurs, ça change la donne, ça crée une temporalité dans ta lecture de l'article, et puis visuellement, c'est agréable. Non, mais c'est sûr, des fois, moi, sur mon téléphone, j'arrive sur des articles, je vois des pavés, une mise en forme un peu bizarre, écrit en tout petit, je lis même pas l'article, en fait, parce que je suis pas attiré, en fait, il manque ce côté un peu sexy et qui est important. Juste pour revenir donc sur la monétisation, puisque donc vous aujourd'hui, comment vous gagnez de l'argent? Très bonne question. On a depuis le début un business model qui est basé sur la publicité. On a de la publicité entre les cartes. Ce que j'appelle les cartes, c'est les résumés d'articles. Ouais. Donc sur Top News, on a 11 à 12 cartes et on a 2 à 3 inserts pub. Okay. Donc tu vas en avoir une pub après le deuxième ou le troisième article, et ensuite tous les 3-4 articles. C'est OK. Et cette publicité, elle est soit programmatique, soit du direct. On a depuis presque un an maintenant un directeur de la publicité qui nous a rejoint et qui justement travaille sur des campagnes qualifiées pour avoir justement des publicités de qualité et pas que du programmatique qui évidemment rapporte, mais qui est de moindre qualité. Et c'est vrai que quand ton vœu pieux est d'avoir une ligne éditoriale sérieuse, informationnelle, de qualité, d'avoir des contenus premium avec des médias de qualité, quand tu as en swipant une publicité de bas ou de mauvais goût, c'est vrai que ça nuit à ta marque. Ouais, parce que pour juste préciser, le programmatique, c'est des bases de données publicitaires qui sont envoyées au mieux offrant. En fait, c'est un système d'enchères en temps réel et on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Alors, on peut filtrer un peu, mais effectivement, comme c'est très peu géolocalisé, c'est pas du tout personnalisé. L'avantage, c'est que ça remplit, c'est-à-dire que dès qu'il y a un espace pub à pourvoir, c'est rempli quasiment. Par contre, oui, voilà. Tu peux passer d'une pub pour une voiture à une pub pour un jeu vidéo. Ouais, c'est pas qualifié. Voilà. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, publicité, ouais. Ça a été et c'est toujours le plus gros pilier. Le deuxième pilier qui a été activé l'année dernière, c'est les partenariats B2B. Donc, fier de notre qualité de hiérarchisation et de veille et de curation de l'information, on s'est dit pourquoi pas vendre notre expertise à d'autres plateformes hors de Samsung, tu l'auras compris. De toute façon, je fais une aparté, Early Audio et aussi Early News, qui est le front-end de Upday sur iOS, sont déjà la preuve qu'on a déjà mis un pas hors de Samsung. Ouais. Et donc, on a commencé à chercher des partenaires, à développer des partenariats. Donc, on développe beaucoup de partenariats, notamment en Allemagne, du coup, près de la maison mère, avec des constructeurs automobiles, pour faire du contenu audio dans les voitures. Et ensuite, au niveau européen, notre plus gros partenariat en 2020, c'est Facebook. On est devenu le responsable de la curation de l'information de l'onglet centre d'information Covid de Facebook dans 5 pays européens depuis le mois de mars. Okay. On est aussi depuis le mois de septembre dans 3 pays européens, donc à chaque fois la France, le responsable de la curation de l'information pour leur onglet centre d'information sur le changement climatique. Ok. Donc ça, c'est super parce que en plus d'être un super partenariat B2B, c'est un sujet très fort
et on est très fiers en tant que Upday de venir s'engager sur une thématique comme le changement climatique. Voilà, et ce n'est plus un secret puisque c'était dans la presse anglaise. On lance pour l'instant au UK, on devient le partenaire de Facebook News. Donc de l'onglet information, du nouvel outil d'information qui a été lancé il y a un peu plus d'un an aux États-Unis et qui débute en Europe en 2021. Et donc du coup, c'est Upday qui s'en occupe. Donc ça veut dire que concrètement, Facebook sur leur fil d'actualité, c'est vous qui... C'est nous qui allons faire la curation. Okay. Donc on a des éditeurs, rédacteurs, journalistes d'Upday qui nous rejoignent et qui vont faire la curation pour Facebook, mais donc c'est Upday qui s'en occupe. Ok, et donc juste au UK ou en toute l'Europe? Pour le moment, juste au UK. Ok, d'accord. Et donc ça ils vous payent pour ça, c'est ça en gros? Tout à fait. Donc ça, c'est un autre modèle sur lequel vous gagnez de l'argent. Et partage de revenus? Non, ça c'est... Alors partage de revenus, mais pour l'instant, j'en parle pas parce que c'est vraiment minuscule. Okay. Les partages de revenus sur la vidéo, ouais. En France, on travaille avec 2 partenaires. Qui sont donc Dailymotion, comme on en parlait, Viewsly aussi. Viewsly, ouais. Nous, on fait du rev share, mais voilà, pour l'instant, au niveau national, c'est quelques milliers d'euros, donc c'est décent. C'est bon à prendre parce que c'est un modèle qui est intéressant, mais c'est que le début, donc on en reparlera d'ici quelques années. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces nouveaux partenariats, ces nouvelles rentrées d'argent, autre pub que in-app sur Samsung nous permet de nous projeter un peu dans l'avenir parce que le marché des médias, c'est un marché qui bouge beaucoup. Le marché de la technologie, c'est un marché qui bouge beaucoup. Upday est au milieu de ça. Et donc, on est sûr et certain que dans 5 ans ou dans 10 ans, Upday ne sera plus Upday for Samsung. On sera peut-être plus un agrégateur mobile. Un média à part entière. Et voilà, c'est très dur à dire. Mais c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des dirigeants qui ont une très bonne vision, qui sont des anciens pontes ou des experts de l'information et de chez Axel Springer et qui aujourd'hui, avec l'aide de leurs ressources locales, comme moi-même en France, et j'ai la chance d'avoir 7 autres directeurs de pays dans d'autres pays qui ont les mêmes fonctions que moi et voilà, qui participent à porter au niveau européen Upday et à apporter des retours d'expérience de leur pays, comment se développe le marché de l'information dans leur pays, et ce qui fait que quand on met tout ça dans un même panier, les brainstorming sont intenses sur quel est l'avenir de cette application pan-européenne. Super intéressant. Je voulais juste parler, je pense que vous pouvez pas ne pas parler du sujet des droits voisins, puisque c'est un sujet important dans les médias et surtout sur une application d'actualité. Avant, ça fera un peu la transition avec la dernière partie sur le futur des médias, mais donc pour rappel, les droits voisins, c'est un droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l'esprit. Donc en fait, c'est des droits qui sont accordés à des personnes qui ont participé à la création d'une œuvre, mais qui sont pas forcément les auteurs premiers. Donc ça concerne principalement les éditeurs de magazines, de journaux, etc. Google, Facebook reprenaient donc les articles des médias et des magazines dans leur moteur de recherche, donc gratuitement. Et ce qu'ont dit les éditeurs de presse, c'est que attention, vous reprenez nos articles. Et finalement, vous récupérez du trafic grâce à nos articles que vous ensuite vous réutilisez, vous renvoyez peut-être sur vos propres services. Ils bénéficient des contenus de la presse globale sans reverser quoi que ce soit. Donc, ils se sont dit comment on peut avancer et travailler ensemble pour que ce soit pas que en votre faveur et que vous repreniez pas nos articles gratuitement. Toi, tu as une vision un peu là-dessus, puisque toi, tu es en contact avec tous ces éditeurs de presse, et en même temps, tu me disais là que vous travaillez avec Facebook un peu main dans la main. Comment tu vois ça, toi? Déjà, sur la question des droits voisins, il faut savoir que nous, évidemment, on est très attentifs à cette question. On a une plateforme d'agrégation, on relaie le contenu, et comme je te le disais tout à l'heure, tous les médias n'avancent pas de la même manière, tous les médias ne nous perçoivent pas de la même manière, donc on est évidemment très attentif, très vigilant, très à l'écoute. Notre ligne est très claire, c'est qu'on respecte à 100% les droits voisins.
et qu'on est à l'écoute des législations nationales. Donc Upday se pliera et se conformera aux législations, toujours dans bonne intelligence avec les médias, toujours dans ce cercle cet esprit de confiance qui nous unit. Tu vois, par exemple, ce qui est très important à comprendre, c'est que par exemple, on a pas de documents qui nous lient aux médias, tout se fait en gentleman agreement, tout se fait sur la base, encore une fois, de l'échange et de la compréhension et pourquoi on fait ça, quels sont nos avantages. Et c'est ça aussi qui nous permet justement de créer des partenariats si forts. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que dans notre relation avec les médias, on a différents types de niveaux, mais ça va par exemple jusqu'à faire des levées de paywall sur certains articles, juste pour Upday sur un temps donné. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir un article qui est en payant et on va faire une demande de levée de paywall. Donc, l'article va passer en gratuit juste pour nous, le temps souhaité, le temps décidé avec le publisher. Et pourquoi je te dis ça, c'est que c'est intéressant ce genre de partenariat, c'est qu'on est déjà tellement impliqué avec ces médias, on travaille tellement en bonne intelligence que je sais que de toute façon, même s'il devait y avoir un moment une barrière liée au droit voisin, ça en serait pas vraiment une, parce que on trouverait un moyen de s'en acquitter et de continuer à travailler en bonne intelligence. Donc là-dessus, je suis assez tranquille. Ensuite, sur Facebook, c'est complètement autre chose, parce que quand on va travailler pour Facebook, on travaille sur Facebook avec les accords que Facebook a avec les mêmes médias avec lesquels on travaille, mais le courant, alors ça peut paraître un peu hypocrite, mais le courant, il va être, nous, on va travailler pour Facebook. Facebook va gérer ses relations et les contrats qu'ils ont avec ces médias-là. De leur côté, on ne va pas s'en occuper. Ce n'est pas notre fonction. On est un prestataire pour Facebook de curation d'informations. Ok. Passons à la dernière partie sur le futur des médias assez rapidement. Toi, tu me disais effectivement en préparant un peu l'épisode, c'est qu'un des avantages que tu as, c'est que t'es un peu, tu travailles avec tous les médias, donc t'es un peu une vigie de comment eux travaillent, les différents modèles qu'ils ont, etc. Est-ce que au vu de tout ça, comment toi tu vois un peu le futur de la consommation des news, de l'actu? En gros, est-ce que les gens vont continuer à acheter du journal papier, lire Le Figaro, Libération au petit déjeuner? Ou est-ce que, tu vois, on en parlait, la vidéo, les cartes interactives, les formats vont changer, les médias vont plus personnaliser, puisque vous faites aussi de la personnalisation, un peu de flux d'actualité en fonction des goûts des gens. Comment toi tu vois ça? Alors, c'est marrant, tu me demandes si les gens vont continuer à acheter du journal papier. Ma vision, c'est qu'il y aura toujours du papier. Tu me parles du Figaro, on peut parler des Échos, du Monde, de Ouest France. Sont des marques qui se portent très bien, qu'on réussit justement, et tant mieux. Et ce sont des marques qui ont réussi à se servir des nouveaux revenus du digital pour faire prospérer leur journal papier, pour faire grossir leur base d'abonnés, fidéliser leur base d'abonnés, et qui permettent aujourd'hui à leur journal papier d'avoir une distribution, certes, toujours sur le déclin, mais quand même suffisamment pérenne pour continuer à exister et à être présent dans les kiosques. De toute façon, le journal et ces marques-là sont nécessaires. Et je me permets de philosopher une seconde, c'est le ciment de notre démocratie. On le voit aujourd'hui qui s'effrite. Et la question n'est même plus de savoir si tu lis Le Figaro, si tu es de droite, si tu es de gauche, mais est-ce que tu lis un journal, un magazine de société? Est-ce que tu lis Zadig, Society? À partir du moment où tu es déjà dans ce travail de lecture, tu participes au travail de vérité qui est celui de la presse, qui est fondamental. Les médias traditionnels sont évidemment dans un nécessaire travail de reconquête face à la crise de confiance des journalistes, de la presse et de la population. Donc si tu coupes la communication entre les médias et la population, et c'est le désir des populistes, tu obtiens le chaos qu'on a pu voir la semaine dernière outre-Atlantique, qui est basé sur les croyances et la désinformation.
et c'est pour ça que j'aime beaucoup Upday, c'est que on a la chance de renvoyer des millions de personnes vers des médias de qualité, vers des articles de qualité. C'est pas forcément le cas, et là tu parlais de personnalisation sur la partie algorithmique, qui est MyNews, où on brasse plus de 500 flux RSS qui sont branchés. Donc on fait au maximum de l'épuration, mais bon voilà, tout n'est pas forcément bon à prendre. Mais l'idée c'est que les gens vont continuer à lire, quel que soit le type de format, et c'est une très bonne chose et c'est nécessaire. Et l'objectif, c'est d'arriver à les convaincre de continuer à lire cette presse qui est nécessaire. Donc en fait, j'ai même envie de te dire, Figaro, Libé, Les Échos, Le Monde, Loopsider, Brut, France Info, franceinfo.fr, que ça soit de l'audio, de la vidéo, des cartes interactives. Le plus important, c'est que c'est pas comment doit se porter le futur de la consommation, c'est que la future de la consommation, que la consommation d'information est un futur. Donc je te le tourne un petit peu, mais voilà, c'est ma vision. Ensuite, sur le type de contenu, il faut plus se dire quel est le type de contenant, quel type d'information on veut apporter aux gens pour que justement la consommation d'infos ait un futur. Je te parle beaucoup de vérité, je pense que c'est très important. Upday, tu vois, par exemple, se veut être une marque anti-fake news. On a une publicité dans Bild, donc en Allemagne toujours évidemment, au mois de décembre, qui disait voilà, Upday est votre marque anti-fake news et digne de confiance. On a dans notre ligne de conduite le mot trustworthy, donc voilà, donc c'est vraiment digne de confiance. Donc c'est le meilleur moyen aujourd'hui de regagner la confiance des lecteurs, mais ça prend du temps. Forcément, tout prend du temps, ce sont des longs rouages. Mais voilà, pour moi, faut quand même pas trop attendre, parce que quand on voit les événements qui se passent aujourd'hui, on se dit que la presse doit se réinventer, mais au-delà du simple fait de se dire papier ou audio ou vidéo, mais de se dire vraiment quel est le type d'information qu'on veut mettre dans ces boîtes pour permettre à l'information sérieuse, en contradiction de la désinformation, de continuer à exister. Et du coup, moi je pense que pour qu'il y ait un futur, il faut aussi qu'on puisse financer. Comment on va financer tout ça, et ça passe par les business models. Donc sur les modèles d'affaires, donc là pendant longtemps le paywall, on parlait de paywall, donc c'est quand quelqu'un va acheter un article à l'unité ou en package, ça a mis du temps à arriver. On est plus maintenant sur des logiques, j'ai l'impression, d'abonnement. Est-ce que tu as une vision, toi, enfin pas une vision, mais en tout cas peut-être un sentiment, un feeling sur les futurs modèles? Moi, j'ai entendu parler de membership, donc notamment le The Guardians, qui est un des modèles dans le genre de ce qu'on appelle le membership. Donc c'est le fait de participer vraiment activement, de donner de l'argent et de participer activement à un journal. Ça, j'ai l'impression que c'est des modèles qui vont fonctionner. Est-ce que toi t'en vois d'autres? Je pense que et ça va lier même ta question d'avant sur les formats, et là aujourd'hui les médias en ont conscience, il faut multiplier les entrées et les formats pour avoir une chance de faire du trafic, mais de faire des rentrées d'argent. Donc multiplier, c'est-à-dire aujourd'hui tu n'as plus un seul média qui fait que du texte. Tout le monde fait de la vidéo justement pour faire des pre-rolls, tout le monde fait du podcast justement pour le monétiser. On fait de la newsletter, on fait du brand content comme on en parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui les formats sont très variés. Ensuite sur vraiment sur les modèles qu'ils vont employer, ça va te déplaire ce que je vais te répondre, mais il n'y a pas encore de modèle idéal. Et ça fait 15 ans que ça dure. Alors évidemment, tu peux me parler du New York Times, on peut aussi parler du Monde et du Figaro qui sont dans les top 20 des marques médias
ont réussi leur transformation digitale en termes de progression d'abonnés numériques. Donc c'est très bien d'avoir ces deux marques françaises, mais c'est deux journaux. Et encore une fois, on ne sait pas si la vérité d'aujourd'hui sera celle de demain. On est dépendant de l'évolution de la consommation des utilisateurs. Il y a encore quelques années, on n'arrivait pas à voir comment le marché des lecteurs allait se tourner vers de l'information payante. Tellement l'information en ligne est gratuite depuis la naissance d'Internet. Mais il n'y a pas de modèle exact, si tu veux, que ça soit paywall, meter, comme abonnement. Tu parlais de membership, donc la souscription auprès des lecteurs, comme le fait par exemple Street Press. Il y a plein de différents modèles. Il y en a qui vont dans un sens, puis qui reviennent en arrière. Je vois des médias, par exemple au niveau d'Upday, avec qui on travaillait main dans la main parce que leur contenu était gratuit et de qualité. Ils ont mis un paywall sur 80% de leur... et aujourd'hui, on travaille plus du tout avec eux. Mais je pense qu'il commence un petit peu à y avoir une meilleure compréhension des enjeux parce que on a replacé non plus la publicité et les annonceurs, mais les lecteurs au cœur de ces enjeux, parce qu'aujourd'hui ce sont les lecteurs qui vont payer pour l'information et non plus les annonceurs qui vont financer de l'information gratuite. Et donc comme c'est le lecteur qui paye, tu es obligé de faire de l'information de qualité, tu es obligé d'offrir des interfaces de qualité. Les sites, comme je te disais, font énormément d'efforts sur leurs interfaces parce qu'aujourd'hui c'est une relation directe entre le média et le lecteur. Et donc tout est scruté et donc je pense que les modèles s'affinent. Ok, impeccable. Je te propose de passer sur les questions de la fin. Des questions rapides, des réponses concises. Quels médias tu consommes au quotidien ? Je consomme beaucoup les médias du groupe Radio France. Ok. Donc le matin, j'écoute France Inter ou France Culture. Et ensuite, pendant ma journée de travail, je suis branché sur le canal 27 de France Info. Alors évidemment, après, je bouge sur BFM TV ou LCI. Mais on va dire que globalement, c'est mes gros axes d'écoute au quotidien. Après, sur la consommation magazine, je t'en parlais, je les ai cités tout à l'heure. Je suis un grand lecteur, par exemple, de Zadig, qui est un magazine qui a été lancé par Eric Fotorino, qui a aussi lancé Le 1, America. C'est la même boîte et qui parle de la société française qui avait été lancée au moment des mouvements des Gilets jaunes. Donc parce que je trouve que voilà, ce sont des médias qui adressent les problèmes contemporains sous le bon angle. Une autre perspective. En termes d'organisation personnelle, est-ce que toi, tu as des routines ou des outils de productivité pour t'aider dans ta journée ou... Alors oui, et tant mieux parce que c'est vrai que j'aime beaucoup écrire, prendre des notes et c'est vrai que ça devient vite le capharnaüm. Non, mais mes outils, je travaille avec des outils comme Trello, beaucoup, notamment sur notre planning éditorial, très utile, classé par jour, par thématique. Donc on a plein de tableaux qui est accessible à toute la rédaction. Je travaille aussi beaucoup sur Google Excel, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que ça reste des outils très pratiques. Je travaille aussi beaucoup sur Notes, sur mon Apple, là pour le coup qui devient rapidement le fouillis. J'utilise aussi When I Work, par exemple, pour faire les plannings de mes équipes. Voilà, mais c'est à peu près tout, ça se résume. T'as pas à une ça. routine dans ta journée où tu fais toujours les mêmes choses Honnêtement, j'ai pas de routine. Je te dis, à part me mettre la radio très tôt le matin quand je me réveille. Vous avez des conférences de On a une conférence de rédaction, mais on utilise Slack pour échanger au quotidien. On a une chaîne de rédaction, plus d'autres chaînes liées à d'autres enjeux. Et on fait des confs de rédac, Zoom, forcément, comme tout le monde en ce moment. Est-ce que tu as des livres à recommander ? Alors oui, j'ai 2 livres à recommander. Alors ça sort pas comme ça, qu'on soit transparent avec les auditeurs, c'est une question qui est préparée.
celle-ci. Je lis deux livres qui m'ont marqué ces dernières années. Donc, c'est pas du tout des livres fondateurs qui datent d'il y a 50 ans ou même d'il y a 20 ans. Ce sont des livres de ces dernières années. Le premier, ça s'appelle No Society de Christophe Guilly sur les fractures sociétales et territoriales en France, sur le basculement social et comprendre pourquoi c'est moins une question d'argent que la relégation culturelle et géographique sur les évolutions urbaines qui façonnent aujourd'hui la classe moyenne, les classes populaires et le clash des classes qui a eu lieu notamment au moment des Gilets jaunes. Ouais. Pour moi, je suis un grand passionné de ces sujets France. D'autres livres qui me viennent comme ça en tête, il y a No Fake de Jean-Laurent Casselli, Dans quelle France on vit, Tour de France des villes incomprises, La France périphérique aussi de Christophe Guilly. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça te permet de comprendre la société à laquelle tu t'adresses, la société à laquelle tu appartiens, ce besoin absolu que la presse doit avoir de ne plus être une élite, mais vraiment de parler au plus grand nombre, réinstaller au milieu de la société pour en comprendre les besoins, de faire, et ça c'est un axe de développement beaucoup à Upday, de faire beaucoup d'informations remontantes plutôt que d'asséner de l'information descendante vers le lectorat, ce que je te disais au tout début, réapprendre à écouter. Donc ça c'est très important et si je peux me permettre, il y en a un autre livre sur un autre registre mais très actuel qui anime les débats. Ça s'appelle La faiblesse du vrai de Myriam Revaud-Dallon sur la post-vérité et les fake news, le flou entre le vrai et le faux et le danger de transformer les vérités de fait en opinion. Donc ça, c'est une philosophe, donc ça peut paraître très complexe, mais en somme, ce qu'il faut en retirer, et c'est un travail de journaliste, c'est il est très important aujourd'hui que la presse protège la vérité. Ok, bah écoute, je les mettrai en référence. Ça en fait beaucoup, mais on mettra tout ça en référence. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un conseil à donner global à des auditeurs qui auraient des projets de toutes sortes, entrepreneuriaux ou autour des médias? Oui, alors après, ça peut être des très généralistes, mais en effet, ou juste sur les médias. Trois choses, je dirais. La cible, quand on lance un projet média, est primordiale. Il faut avoir une hyper connaissance de sa cible, de ses lecteurs, de faire des analyses, de comprendre leurs attentes, de savoir s'ils existent. Ça, c'est très important parce qu'on peut très vite avoir l'impression qu'il manque un maillon dans la chaîne, mais en fait, si le maillon n'est pas là, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et encore plus en presse, savoir connaître ses lecteurs, c'est très important. Échanger avec des panels avant même de lancer son projet média, c'est très important. Ensuite, être patient, je dirais. La patience, je te disais tout à l'heure, le milieu des médias est très conservateur. Donc je pense que c'est très important de prendre son mal en patience. J'avais vécu ça avec The Tourist in Paris, je le vis avec Upday. Ta marque, aussi incroyable soit-elle, tu le penses dans ton esprit et tu y crois dur comme fer, parce que c'est ton travail au quotidien et que tu fais tout ce qui est possible pour faire un travail irréprochable, ne va pas s'imposer du jour au lendemain. Une marque média, ça prend des années avant d'avoir et la confiance du milieu et la confiance de tes lecteurs. Et le troisième point, je dirais, c'est connaître l'univers dans lequel tu viens t'installer sur le bout des doigts, et encore plus les médias, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut vraiment connaître toutes les alliances capitalistiques, qui travaillent avec qui travaille sur quoi, quels sont par exemple les médias qui ont disparu et pourquoi, quelles sont les verticales de tels médias qui marchent, quelles sont celles qui ont été testées. Peut-être que ton produit que tu veux lancer, il a été testé il y a 10 ans, puis abandonné, mais peut-être que finalement il n'était pas assez time to market, donc peut-être que c'est le bon moment pour le relancer. Donc voilà, mais c'est vraiment connaître sur le bout des doigts qui fait quoi dans cet univers. Et l'écosystème, l'environnement. Voilà. Ok, bah c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, ces échanges. Et à tous, merci de nous écouter et à très bientôt sur We Are All Media. Salut. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.